Bonjour docteur Chantegray. Bonjour. Donc vous êtes docteur en réanimation néonatale au CHU de Dijon C'est ça, oui. et vous avez accepté aujourd'hui de répondre à quelques questions concernant justement la réanimation néonatale. Je vais commencer par la première question. Euh, Quand un enfant naît, soit il Oui. va rester 3 jours à la maternité et repartir chez lui. Si il ne suit pas ce schéma-là, où va-t-il Alors, aller? d'accord. Alors, effectivement, c'est une question intéressante. Lorsque les bébés naissent en maternité, effectivement, ils sont déjà évalués en salle de naissance en fonction de comment l'enfant s'adapte à la naissance. Et nous sommes amenés à intervenir parfois dès la salle de naissance si l'enfant montre des difficultés. Alors après, tout dépend du degré de difficulté. Si rapidement l'enfant va mieux, il retourne sur un séjour en maternité. Si en revanche on est face à des difficultés d'adaptation à la naissance, des signes de détresse vitale, on peut être amené à les hospitaliser soit dans un service de néonatologie, soit dans le service de réanimation néonatale. Alors, les enfants que l'on accueille dans mon unité de réanimation néonatale, une grande majorité de bébés nés plus tôt, des bébés grands prématurés. Généralement, c'est des termes inférieurs à 32 semaines. On a également des enfants qui naissent avec un petit poids de naissance par rapport à l'âge gestationnel. Et tout enfant porteur de pathologies graves qui ont pu être diagnostiquées avant ou non à la naissance, ou d'enfants qui nécessitent parfois une chirurgie en urgence ou une réanimation. Et enfin, toutes certaines pathologies qui ne sont pas diagnostiquées, des enfants qui ont des difficultés à la naissance, qui ont besoin d'une aide respiratoire, peuvent nécessiter un séjour dans nos services de réanimation. Donc, le séjour il peut être très variable. Là, on a une prise en charge qui est très fluctuante. Ça peut être de quelques heures à quelques jours à quelques semaines, parce qu'il y a une grande diversité de pathologies et de prise en charge. D'accord. Et dans quelle mesure les enfants qui… bon, alors les prématurés, j'imagine, à part les jumeaux, que vous ne pouvez pas, pas forcément savoir à l'avance qu'ils vont être prématurés, mais dans les enfants qui atterrissent dans votre service qui n'étaient pas prématurés, j'imagine que parfois vous le saviez d'avance, parfois vous ne le saviez pas. Quelle part l'un et l'autre cas de figure représentent? C'est un petit peu difficile à répondre parce que c'est très très fluctuant en fait. La majorité de notre accueil, c'est quand même des enfants grands prématurés. Et ensuite, on a des bébés à terme qui ont des difficultés, soit effectivement diagnostiquées avant la naissance. Donc là, on anticipe, on sait, on est présent même dès la salle de naissance parce qu'on sait que de toute façon, ces enfants auront un parcours de soins, de réanimation du fait de la maladie qui a été diagnostiquée avant la naissance. Et puis, il y a des situations inattendues, un peu inopinées, où on est appelé finalement en salle de naissance où la grossesse se passait bien et l'enfant, pour plusieurs raisons, ne respire pas ou présente une détresse dès la naissance. Donc à ce moment-là, effectivement, rediriger sur le service de réanimation et c'est là où peuvent débuter les examens, les différents avis avec les différents spécialistes de façon à aiguiller la prise en charge et établir un diagnostic. Et justement, donc est-ce qu'il existe des cas où un enfant ne respire pas bien à la naissance et que ce soit juste transitoire, le temps de naître, et qu'il n'ait pas de maladie, pas de malformation, vous vous le faites respirer et ensuite il vit toute sa vie normalement. Est-ce que ça existe? Voilà, tout à fait. Effectivement, il y a des bébés qui arrivent même tout à fait à terme, grossesse sans particularité, qui peuvent présenter ce qu'on appelle des syndromes de détresse respiratoire transitoire. Vous savez bien, le terme l'explique bien, c'est-à-dire qu'ils ont besoin soit d'une petite aide transitoirement en salle de naissance, soit pendant quelques heures
on poursuit l'aide dans le service et rapidement amélioration spontanée et sans aucune conséquence sur le long terme et retour en maternité auprès de leur mère. Hein. Tout à fait. D'accord. Bon, c'est rassurant du coup pour les Voilà, mamans. on peut être séparés pendant quelques heures, ça arrive effectivement. Hein. Alors pour parler plus particulièrement d'un cas comme celui de Piwicker, qui est donc cardiopathe et atteint du syndrome de Prader-Willi, Piwicker était diagnostiqué donc comme atrésie pulmonaire à septum ouvert, donc il était suivi bien en avant sa naissance. Est-ce qu'il arrive qu'un enfant naisse sans qu'on sache qu'il a une pathologie, une malformation cardiaque, et qu'il arrive du coup dans votre service et qu'on puisse avoir besoin d'un peu de temps pour faire le diagnostic, etc. Voilà. Alors ça arrive encore malheureusement, même si la plupart des cardiopathies, des malformations cardiaques sont maintenant bien diagnostiquées en anténatal, bien heureusement pour nous. Hein. Mais ça arrive encore. Où finalement il n'y a pas eu de diagnostic avant la naissance. Il y a certaines malformations qui sont plus difficiles à diagnostiquer en anténatal et le diagnostic se fait secondairement, soit dès la naissance, soit même lors du séjour à la maternité. Ça arrive encore. Hein. Donc c'est une situation assez compliquée parce que nous sommes sur place à maternité et attenante au service de réanimation, mais on accueille aussi tous les enfants de la région Bourgogne, en l'occurrence. Et bien sûr, ça complique les choses parce que du coup, il y a un temps de transfert, un temps de diagnostic, il y a quand même un retard de prise en charge. Donc, ça a quand même une implication sur le traitement avec un retard et une perte de chance parfois pour le bébé. D'accord. Et est-ce qu'il vous arrive d'avoir des enfants Prader-Willi? Donc ça, on ne le sait pas avant la naissance qu'on est Prader-Willi, mais qui arrivent dans votre service. Et si oui, pour quelles raisons? Alors, effectivement, c'est une question intéressante parce qu'effectivement, dans le cadre du syndrome de Prader-Willi, le diagnostic avant la naissance est difficile. Hein. Il peut y avoir des petits signes qui sont alarmants, je dirais. Dans la plupart des cas, le diagnostic est fait secondairement. Et c'est des bébés qui peuvent être au départ en réanimation sur justement l'hypotonie. Hein. L'hypotonie, le manque de musculature, manque de mouvement spontané, qui peut retentir aussi sur les muscles respiratoires. C'est pour ça qu'ils ont aussi parfois ces bébés, ces difficultés respiratoires qui ne sont pas obligatoires mais parfois présentes, qui font que déjà l'enfant s'adapte mal à la naissance et peuvent avoir besoin d'une aide respiratoire aussi. Donc généralement, c'est cette porte d'entrée, difficulté respiratoire, hypotonie qui font l'arrivée de ces bébés dans le service de réanimation. Et c'est à partir de ces signes-là qu'on est amené à pouvoir faire le diagnostic dans le cadre du bilan d'hypotonie. Et la plupart des Prader-Willi ne peuvent pas téter du fait de l'hypotonie et donc sont nourris par sonde nasogastrique. Est-ce que ça, c'est un critère qui fait arriver en réa ou juste un service de néonat suffit pour s'occuper de la sonde nasogastrique? Si l'enfant respire tout seul et qu'il y a l'hypotonie et des difficultés alimentaires, c'est parfois des enfants qui sont plutôt dans le service de néonatologie. Donc, c'est un service où la surveillance est un peu moins importante, mais il n'y a pas d'assistance respiratoire. Donc, ils peuvent être dans un service classique de néonatologie aussi. D'accord. Et donc là, dans un schéma classique d'un Prader-Willi, vous voyez un enfant hypotonique. Donc, comme Prader-Willi fait partie des premières maladies qu'on teste pour un enfant hypotonique, vous envoyez les gènes au bon service de génétique et les gènes reviennent quand même 3 semaines plus tard. Voilà, oui. Donc, pendant ces 3 semaines, l'enfant reste dans votre service, c'est ça? Alors voilà, c'est vrai que c'est des hospitalisations longues, donc on est dépendant du test diagnostic, mais c'est des bébés qui de toute façon ne sont pas tout à fait autonomes, qui dépendent souvent d'une sonde pour s'alimenter, comme vous l'avez justement dit, des difficultés alimentaires, une sonde pour s'alimenter. En revanche, c'est vrai qu'on ne fait pas rien parce que très rapidement, si on a un doute, si l'enfant a des difficultés alimentaires, qui manque de tonus, très rapidement, quel que soit le diagnostic en attendant, on met en route une prise en charge adaptée, c'est-à-dire des soins un peu plus personnalisés.
on fait appel rapidement au kinésithérapeute aussi pour aider au bon positionnement du bébé, à aider justement au niveau de l'hypotonie. Et puis, même s'ils ont des difficultés alimentaires, même s'ils dépendent d'une sonde nasogastrique, on met en route aussi rapidement une stimulation de tout ce qui est la sphère orale, la prise en charge de l'oralité, en attendant bien sûr la confirmation diagnostique. D'accord. Ben, écoutez, merci beaucoup, docteur, d'avoir répondu à toutes nos questions et de nous avoir permis de mettre un pied dans des services où personne n'a très envie d'aller, n'est-ce pas? Mais heureusement qu'ils sont là. Merci beaucoup. Je vous en prie.